Bonjour, donc on va commencer le cours aujourd'hui pour continuer. On était donc à la voie d'absorption par voie orale. Et là, donc, nous avons vu que le phénomène de réabsorption donc, digestive des médicaments est un phénomène qui est dynamique. Donc, il se compose de plusieurs phases selon donc la forme solide qui soit donc la forme la plus fréquente. Alors, donc, comme pour récapitulation, nous avons l'ingestion du médicament, après sa désagrégation stomacale, sa dissolution, sa résorption, donc stomacale, après la vidange gastrique, donc on est à la vidange gastrique, et après on va passer au duodénum par le pylore, le médicament va subir la résorption intestinale et après il va passer dans le sang. Donc la vidange gastrique est très importante. Après donc l'administration orale, la plupart des principes actifs sont absorbés au niveau de l'intestin grêle. Donc, la vidange gastrique détermine la vitesse d'arrivée du principe actif dans l'intestin grêle. Et il va donc dépendre de plusieurs facteurs. Alors, par exemple, là, nous avons un exemple de vidange gastrique lorsqu'on a des concentrations de salicylate après administration d'aspirine. Si on a un comprimé à libération immédiate, donc il va être résorbé rapidement, donc c'est en rouge, et c'est le comprimé à enrobage gastro-résistant, il va donc être réabsorbé plus tardivement. Donc la vidange gastrique, c'est un facteur déterminant. Alors par exemple ici, si on a un liquide, donc la partie liquide des médicaments, si on prend le médicament pendant un repas ou bien donc en comparaison avec des substances solides, alors on voit que c'est-à-dire la vidange gastrique est plus importante lorsqu'on a donc la partie liquide par rapport à la partie solide. Alors, l'effet d'un repas sur les concentrations de l'aspirine, si on prend l'aspirine comme comprimé enrobé en A, par exemple, on voit que la concentration plasmatique est plus importante après donc à jeun par rapport à la prise d'un repas, parce que le repas, ça dépend de la nature du repas. Et aussi, donc, si on prend une capsule contenant les granules enrobés, donc on voit ici que la concentration est la même que ce soit après le repas ou bien à jeun. Donc la vidange gastrique aussi, il est importante parce que là, on voit par exemple, on voit donc par exemple, au niveau de cette vidange gastrique, on voit qu'il y a des procinétiques qui sont donc des médicaments qui accélèrent la vidange gastrique, comme par exemple le méthoclopramide. Alors si on prend le paracétamol seul, donc la vidange va être ralentie, mais si on le prend avec ces procinétiques, on a la vidange qui est accélérée. Les anticholinergiques, comme par exemple la tropine, ils vont ralentir la vidange gastrique. Donc, si on prend le paracétamol seul, la vidange gastrique est plus intéressante, mais si on le combine avec les anticholinergiques, on va avoir une vidange qui est ralentie. La motilité intestinale aussi, il est importante. Le temps de transit dans l'intestin grêle est entre 3 et 4 heures et il est peu influencé par le repas. Alors, par exemple, si on a un liquide, donc on va voir le transit qui est rapide, donc on a après donc 4 heures. Si on a donc des petites particules, donc il va être de 3 heures. Si on a des unités donc qui sont simples, on va avoir 3 heures. Donc la motilité, il varie entre 3 et 4 heures. Alors, quels sont les facteurs qui vont donc influencer l'absorption orale d'un médicament? Donc, c'est très important cette absorption orale du médicament qui va être influencée par donc plusieurs facteurs. Alors, le premier facteur, ce sont les propriétés physico-chimiques du principe actif. On a vu que le principe actif, lorsqu'il est liposoluble, il va passer directement la membrane. Lorsqu'il est hydrophile, il ne va pas passer facilement. Le pKa du système, nous avons vu le pH, donc on va voir des exercices avec l'équation de Hasselbalch qui est égale, pH est égal pKa, plus la concentration de la base sur donc la base faible sur l'acide. Nous avons le poids moléculaire qui est aussi important, la taille des particules. Donc ça ce sont les propriétés physico-chimiques du principe actif. La dégradation chimique aussi joue un rôle important. Par exemple, l'érythromycine est détruite à des pH inférieurs à 4. La complexation, par exemple, les tétracyclines, les fluoroquinones, qui vont donc chélater le calcium et le magnésium, on va voir donc cette complexation et il va donc avoir des effets. Donc, lorsqu'on va complexer avec le calcium, le fer, le magnésium, l'absorption va être pratiquement nulle. La dégradation enzymatique, donc nous avons plusieurs hormones, comme l'insuline, la calcitonine, qui vont être dégradées par des enzymes. Il y a aussi des facteurs physiopathologiques,
comme la motilité du tractus gastro-intestinal, le pH gastrique et l'alimentation. Donc, l'alimentation, c'est riche en lipides, en protéines, donc aussi ça va influencer l'absorption orale. Il y a aussi l'effet du premier passage intestinal et hépatique, et on va donc voir cet effet de premier passage qui va transformer donc le médicament en métabolite, et on va donc voir que cette transformation va être due à plusieurs facteurs. La protéine qu'on appelle la P-glycoprotéine, cette glycoprotéine qui est très importante et qui va donc avoir un effet au niveau de l'absorption intestinale des médicaments. Et donc, il y a plusieurs médicaments qui ont comme substrat la glycoprotéine P et qui ont aussi comme substrat le cytochrome P450 qui est une enzyme. Ça, on va le voir donc en détail avec ces complexations, avec l'effet du premier passage. Donc, l'effet du premier passage est hépatique, donc il y a hépatique et il y a intestinal. Et là, on voit donc il y a plusieurs voies d'administration. La voie A, qui est l'administration intra-artérielle, donc si vous voyez A. La voie B, qui est l'administration intraveineuse. La voie C, qui est l'administration intramusculaire ou subcutanée, on va voir ça par la suite. La voie D, qui est l'administration pulmonaire, et nous, on est dans la voie E, qui est l'administration orale. Et cette administration orale, comme je vous ai dit, donc il va avoir sujet à l'effet du premier passage. On va avoir donc une partie qui va être métabolisée, une partie qui va passer dans la circulation systémique et une partie qui va être éliminée. Donc on n'est pas encore à l'élimination, on est toujours à l'absorption du principe actif. Donc ça, c'est l'effet du premier passage, comme je vous ai dit. Vous avez la cytochrome P et la P-glycoprotéine, l'enzyme et cette pompe. Et là, on va voir que ces deux cibles vont avoir donc un effet au niveau du métabolisme des médicaments. Et ça, on va le voir dans la partie métabolisme. Alors maintenant, on va passer à la biodisponibilité. Et s'il vous plaît, il faut vraiment bien focaliser là, parce que c'est la partie la plus importante au niveau donc du cours de pharmacocinétique. Alors, le processus d'absorption peut être caractérisé par la quantité du principe actif qui atteint la circulation générale, donc c'est la quantité, et la vitesse à laquelle le principe actif parvient à la circulation générale. Donc là, on a la détermination de la biodisponibilité absolue consiste toujours à comparer la surface sur la courbe, on va voir la surface sur la courbe qu'on appelle AUC, c'est-à-dire area angle de curve, c'est-à-dire l'air sur la courbe, des concentrations sanguines ou plasmatiques des médicaments après son administration orale par rapport à l'air sur la courbe obtenu après injection du médicament par voie intraveineuse, c'est-à-dire c'est la voie de référence. Donc là, c'est très important cette définition, mais on va faire des exercices aujourd'hui, vous allez bien comprendre. Donc, la biodisponibilité absolue permet d'apprécier la fraction de la quantité du principe actif administré par voie extravasculaire qui arrive dans la circulation générale par rapport à la voie intravasculaire où le principe actif est considéré comme complètement disponible dans la circulation générale. Alors, on parle de cette biodisponibilité absolue qui est le F est égal à l'AUC extravasculaire sur l'AUC intravasculaire multiplié par la dose intravasculaire divisé par la dose extravasculaire. Vous allez comprendre ceci avec les applications. Alors, nous avons la biodisponibilité relative. La biodisponibilité relative est actuellement utilisée en cas de défaut d'administration par voie intravasculaire. C'est-à-dire, c'est pour comparer les formes galiniques. C'est-à-dire pour comparer, on va voir aujourd'hui, un comprimé par rapport à une solution. Donc, comparer entre elles la performance des formes galiniques identiques ou différentes qui sont administrées soit par la même voie, soit par une autre voie. C'est-à-dire quoi? On va par exemple prendre un comprimé du même médicament, une solution du même médicament, qu'on peut administrer par voie orale ou bien par voie intraveineuse. Et on va donc voir la concentration, et c'est ce qu'on va voir. Donc là, vous voyez la concentration en fonction du temps. Vous avez la forme A qui arrive biodisponible, qui arrive rapidement, après 2 heures, donc on a le maximum. Et vous avez la forme B qui est moins efficace parce que donc la concentration, il est de 5 mg par litre, alors que l'autre, il est de 9 mg par litre après 2 heures. Donc, on dit que la forme A est plus biodisponible que la forme B. Et vous avez donc la concentration toxique. Alors, si on calcule cette biodisponibilité qui est F, relative, ça va être l'AUC de la forme 1
sur l'AUC de la forme 2 multiplié par 100. Donc, on va voir ça par l'exercice par la suite. Alors, vous savez, on parle de biodisponibilité et de bioéquivalence. Alors, dans ce contexte, la biodisponibilité qualifie la quantité du principe actif qui est absorbé à partir de la forme pharmaceutique, c'est-à-dire à partir soit de comprimés, de la solution, du sirop, et la vitesse avec laquelle le principe actif est absorbé dans la circulation générale. Donc, c'est très important. Donc, c'est quoi la biodisponibilité? C'est la quantité absorbée du principe actif qui va atteindre la circulation systémique. Donc, lorsqu'on parle de l'AUC, on parle de la biodisponibilité, on parle de la quantité absorbée. Donc, par exemple, là, vous avez la même vitesse et des quantités qui sont différentes. Mais dans l'autre sens, vous avez la même quantité, mais avec des vitesses qui sont différentes. Donc, on doit calculer l'AUC, on va voir l'exemple aujourd'hui. On doit calculer la vitesse avec laquelle la concentration est atteinte et on doit calculer aussi la concentration maximale. Donc, ça, ce sont les trois paramètres importants qu'on calcule au niveau de la biodisponibilité. Alors, la bioéquivalence, c'est quoi la bioéquivalence? Vous avez deux formes pharmaceutiques qui seront considérées comme bioéquivalentes si à dose molaire identique, elles présentent des biodisponibilités similaires, c'est-à-dire ils vont avoir la même quantité absorbée, la même Tmax et la même Cmax et la même AUC, donc au niveau de l'efficacité et de la sécurité. Donc, la biodisponibilité équivalente, qu'on appelle la bioéquivalence, veut dire que l'air sous la courbe, la vitesse et la concentration du principe actif sont très similaires pour les deux formes pharmaceutiques. S'il vous plaît, vous éteignez le micro. Hein. Alors, pour calculer cette biodisponibilité et cette bioéquivalence, on va avoir donc la technique de trapèze. Alors là, vous voyez, on a les concentrations en fonction du temps. Donc, on a la forme A qui est la plus active, la forme B, et on va avoir la concentration qui est la Cmax, donc la concentration maximale, et vous avez qui est efficace. Alors, vous voyez, c'est 5 mg par litre. Et vous avez l'air sur la courbe. L'air sur la courbe, c'est ce qu'on va déterminer. Comment on va la calculer? Donc, Tmax, c'est quoi? Tmax, c'est la vitesse d'absorption. Alors, vous avez le Cmax, c'est 5 mg par litre. La vitesse à laquelle il est absorbé, c'est 2,2 heures. Et vous avez l'air sur la courbe. Donc, comment on va calculer ces paramètres-là? Donc, là, il faut vraiment faire attention et on va vous expliquer. Donc, la biodisponibilité, donc, on a besoin d'avoir la concentration maximale dans ce cas. Nous avons donc 32 nanogrammes par ml et la vitesse à laquelle on atteint cette concentration, on a ici 3 heures. Et on a l'AUC 0T, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 24 heures. Mais on n'a pas l'AUC de 24 heures jusqu'à l'infini. Donc, on doit faire une extrapolation. On doit donc, comment on doit calculer cette AUC? Et c'est ça l'objet de notre cours d'aujourd'hui. Alors, on doit calculer l'AUC 0T, c'est ce qu'on appelle la technique de trapèze, et on va calculer l'AUC T infini, c'est-à-dire de la concentration et du temps T qui a été déterminé jusqu'à l'infini. Alors, pour calculer l'AUC T infini, on prend la dernière concentration qu'on divise par la constante d'élimination. Et la constante d'élimination, c'est quoi? C'est la demi-vie. On doit calculer la demi-vie pour calculer la constante d'élimination qui est égale à la demi-vie divisée par 0,693. On va revenir à cette formule par la suite. Donc, pour vous, s'il vous plaît, notez AUC 0 infini est égal à AUC 0T plus AUC T infini. Alors, ce qu'on appelle la méthode des trapèzes. Alors, la méthode des trapèzes, c'est ça. Alors, comment on va calculer cette AUC 0T? On va prendre la somme des concentrations divisée par 2, multipliée par la différence de temps, et on va prendre toutes les concentrations. Donc, on va faire la somme, les sigmas donc de N, I est égal à, donc, jusqu'à T. On a donc la somme des concentrations divisées par 2, multipliée par la différence de temps. Donc, on va voir ça avec un exemple concret pour bien vous expliquer les choses. Alors, la méthode de trapèze, on va calculer avec elle l'AUC 0T, qui est égale à la somme des concentrations divisées par 2 multipliées par la différence de temps. Et l'AUC T infini, s'il vous plaît, vous marquez ça très bien chez vous, c'est Cn, c'est-à-dire c'est la dernière concentration, divisée par la constante d'élimination. Et la constante d'élimination est égale à 0,693 divisé par T1 demi, c'est-à-dire la demi-vie
du médicament, du principe actif. Là, on va revenir à la demi-vie lorsqu'on va, on va donc expliquer l'élimination, parce que dans la pharmacogénétique, nous avons ADME, donc on est maintenant à l'absorption, donc on n'est pas encore au métabolisme. Donc, AUC 0 infini est égal à AUC 0 T plus AUC T infini. Et ça, s'il vous plaît, vous le marquez chez vous et vous le soulignez en rouge. Hein. Donc, on doit calculer, pour calculer la biodisponibilité, on doit calculer l'AUC 0T et l'AUC T infini. Donc, on a besoin de concentration et des temps, et on a besoin de la demi-vie du médicament pour calculer donc l'AUC 0 infini qui est égal à la somme AUC 0T et l'AUC T infini. Alors là, donc, pour cette méthode qui est très simple, mais son application nécessite la répétition des mêmes opérations mathématiques pour calculer la surface de chacun des trapèzes. Donc, on va prendre des exemples. Alors là, je vais vous donner un exemple. Ça, ce sont les taux plasmatiques des médicaments en fonction du temps qui sont résumés dans ce tableau. Alors, vous avez le temps 0, 1, 2, 3, 4, 6, c'est en heures. Et vous avez la concentration plasmatique en milligrammes par litre. Vous avez 0, 7, 10, 5, 2,5 et 0 et 0,6. Alors, nous, qu'est-ce qu'on doit calculer, s'il vous plaît? Ça, vous prenez un papier avec vous, hein, et vous marquez ces valeurs, parce que c'est très important pour comprendre l'exercice et pour calculer la biodisponibilité. Alors, pourquoi, à votre avis, on va calculer cette biodisponibilité? Pourquoi, à votre avis? C'est la bioéquivalence. Pourquoi? Pourquoi on doit calculer la biodisponibilité des médicaments? À quoi ça va nous servir? Qu'est-ce que ça va nous donner comme intérêt? C'est pour voir est-ce que les médicaments génériques ont la même efficacité que les médicaments classiques. Alors, c'est quoi un médicament générique? C'est un médicament donc dont la patence, dont le brevet a expiré, mais on peut utiliser le principe actif pour fabriquer le médicament. Donc, il est moins cher que le médicament classique. Alors, le médicament générique, il est bioéquivalent, donc c'est la bioéquivalence. Donc, on peut prendre des médicaments qui sont nouveaux avec les médicaments génériques et on va calculer la biodisponibilité. Si on trouve qu'ils ont la même AUC, le même T max et le même C max, donc on peut dire que ces médicaments sont bioéquivalents, sont intéressants et ils sont efficaces. Donc, ils ont une efficacité thérapeutique qui est optimale. Alors, vous avez compris maintenant, donc vous faites le tableau, vous avez le temps 0, 1, 2, 3, 4, 6, vous avez la concentration au temps 0, c'est 0. Après une heure, la concentration plasmatique du médicament, il est de 7, donc on le calcule par HPLC, on fait un prélèvement du sang et on va donc mesurer la concentration. Après 2 heures, la concentration, il est de 10, après 3 heures, il est 5, après 4 heures, donc il est réduit, c'est normal, parce qu'il va être éliminé, 2,5, et après 6 heures, il est de 0,6. Alors maintenant, on doit calculer la différence des temps. Donc la différence des temps, il faut donc la calculer, donc la différence de temps en heures, on calcule, donc là vous avez les différences, et là, vous avez la somme des concentrations. Donc, divisé par 2. Alors, on prend la somme des concentrations. Par exemple, vous avez 7 plus 0, ça fait 7. Divisé par 2, c'est 3,5. Vous avez 10 et 5, ça fait 15. On la divise par 2, ça fait 8,5. Alors, vous avez 5 plus 2, c'est 7,5. On divise par 2. Ça fait 3,75 et nous avons 2,5 et 0,6, ça fait 1,55. Donc, chez vous, vous pouvez faire ce calcul. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous ai dit, on prend la concentration, la somme de concentration divisée par 2 multipliée par le temps. Donc, ça nous fait 3,5 multiplié par 1, ça nous fait 3,5. 8,5 multiplié par 1, ça vous fait 8,5. 7,5 multiplié par 1, alors ça vous fait 7,5. Alors, on prend la somme. 3, 5, 8, 5, 7, 5, 3, 75, 3, 1. Ça nous donne quoi? L'AUC 0T est égal à 26,35 mg par heure par litre. Donc ça, c'est l'AUC qu'on appelle AUC 0T. Vous avez compris? 0T, donc c'est la somme de concentration. On va faire un deuxième exercice et encore, vous allez bien comprendre. Alors, l'AUC 0 infini, je vous dis que la UC0 infini est égale à la UC0T plus la UCT infini. Et la UCT infini, c'est quoi? C'est la concentration, c'est la dernière concentration, c'est 0,6 multiplié donc par, divisé par la constante d'élimination. Alors, ça nous donne combien? Ça nous donne la UC0 infini est égale à 27,22 mg heure par litre. Donc là, c'est un exemple comment donc on calcule cette concentration
de l'AUC. Donc, nous avons vu que l'AUC T infini est égal à 0,87 mg/h par litre, alors que l'AUC, donc T infini, est égal à la dernière concentration multipliée par la constante d'élimination, est égal à 0,87. Donc, on fait la somme des deux. 26,35 plus 0,87, ça nous fait 27,22 mg par heure par litre. Donc, je peux vous envoyer le tableau par la suite pour refaire les calculs. Alors maintenant, on va faire le deuxième exercice qui est très important. Et là, vous savez donc la solution et le comprimé, c'est-à-dire c'est une étude cinétique qui est réalisée et les résultats sont repris dans le tableau à côté. Donc, vous avez le tableau et vous avez donc la présentation avec vous et je vais vous envoyer donc l'enregistre, c'est-à-dire par la suite, je vais vous envoyer d'autres exercices que vous allez bien comprendre. Alors, vous avez ici le temps 0, 02, 04, 06 jusqu'à 12 heures et vous avez la concentration plasmatique sous forme de solution du médicament 0, 5, 35, 8, donc 6, et on a une réduction jusqu'à 12 heures. Et vous avez donc c'est-à-dire le médicament qui est sous forme de comprimé. Donc, on vous demande de calculer la biodisponibilité de principe actif après administration sous forme de comprimé par rapport à sa biodisponibilité après administration sous forme de solution. Donc, s'il vous plaît, c'est très important de bien suivre ceci parce que ça, ce sont les exercices que vous devez donc faire après les TD que je vais vous envoyer et c'est ça qui va servir pour vous comme partie pratique. Donc, on va calculer, c'est-à-dire, alors, on a besoin de quoi maintenant, à votre avis? Comment on doit procéder? Je pose la question et quelqu'un peut répondre. Comment on doit procéder pour calculer la biodisponibilité de la solution et la biodisponibilité du comprimé? Donc, il faut que ce soit un peu interactif. Hein? Madame, on peut commencer par le calcul de AUC, 0T, oui, de chaque forme pharmaceutique. Très bien. La solution est comprimée. Et après, on calcule l'AUC T plus l'infini, oui, pour les deux formes pharmaceutiques. Et après, on fait la somme. Très bien, très bien. Tu as bien compris. C'est qui a parlé? Qui? C'est Asma Al-Hmar. D'accord, Asma. Très bien. Alors, vous voyez, donc, moi, je vous ai donné ce tableau et je vais vous expliquer. Je ne vous ai pas envoyé ça, mais donc, il faut le faire chez vous pour bien comprendre. Alors, comme a dit donc votre camarade, alors, on a le temps. Donc, maintenant, on va commencer donc par le comprimé. Donc, nous avons le comprimé et la solution, ce que je vous ai donné. Alors, on doit calculer pour le comprimé, par exemple. Alors, vous avez le temps, comme a dit votre camarade. Donc, 0 jusqu'à 12, vous avez la concentration plasmatique du comprimé de 0 jusqu'à 0,56. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait la différence des temps. Vous voyez? Donc, nous avons 0,2 moins 0, ça fait 0,2. 0,4 moins 0,2, ça fait 0,2. 0,6 moins 0,4, ça fait 0,2. 0,8 moins 0,6, ça fait 0,2. Alors, ça nous fait 1. Donc, 1 moins 0,8, ça fait 0,2. 1,5 moins 1, c'est 0,5. 2 moins 1,5, c'est 0,5. 3 moins 2, c'est 1. 4 moins 3, c'est 1. 4 moins 3, donc vous avez, c'est 1. 6 moins 4, c'est 2. 8 moins 6, c'est 2. 10 moins 8, c'est 2. Et 12 moins 10, c'est 2. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la différence des temps. Vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. Parce que c'est très important. Alors après, on passe à la somme des concentrations divisée par 2. Alors, on fait 0,55 plus 0, ça fait 0,55. Divisé par 2, ça vous fait 0,275. Vous avez 1,03, donc plus 0,55. Divisé par 2, ça vous fait 0,79. Alors, si on prend par exemple, vous avez 0,9 plus 1,4 divisé par 2, ça vous fait 1,15. 0,5 plus 0,9 divisé par 2, ça vous fait 0,73. Donc, vous avez bien compris maintenant. Donc, nous savons, ça c'est ce qu'on appelle la technique des trapèzes, c'est-à-dire c'est sigma de la somme des concentrations multipliée par la différence de temps pour chaque étape, c'est-à-dire pour chaque étape jusqu'à la dernière concentration, jusqu'au dernier temps qui est égal ici à 12 heures. Alors, vous avez maintenant la différence des temps, vous avez la somme des concentrations divisée par 2, alors on doit calculer la UC pour chacun.
Donc, on fait la multiplication. 0,2 multiplié par 0,275, ça nous fait 0,055. 1,03 multiplié, 0,2 multiplié par 0,79, ça nous fait 0,158. Alors, 0,2 multiplié par 1,92, ça fait 0,38. Alors, jusqu'à la fin, c'est-à-dire 2 multiplié par 0,73, ça vous fait 1,46. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la somme des AUC, c'est-à-dire c'est la UC 0T. Alors, 0,055 plus 0,15, 0,24, 0,32, 0,38, 1,16, 1,36, 2,88, 4,87, on fait la somme. Alors, ça nous fait combien? 21,57 mg heure par litre. S'il vous plaît, il faut faire très attention à l'unité donc de l'AUC. Donc, l'unité de l'AUC, c'est mg multiplié par heure divisé par litre. Alors, ça, s'il vous plaît, il faut bien. Donc, chez vous, vous allez faire ce tableau. Moi, je vous ai donné ce tableau-là. Pardon, je vous ai donné ce tableau, donc c'est ce tableau-là. Alors, vous allez prolonger ce tableau et vous allez mettre la solution seule, le comprimé seul. Vous mettez la différence de temps, la somme de concentration multipliée par 2 et vous refaites le même calcul que ce que moi j'ai fait ici. D'accord? Donc, vous avez là UC 0T est égal à combien? À 21,57. Donc là, c'est très important. Alors maintenant, nous avons l'AUC 0T, mais on doit calculer, donc quoi? Qu'est-ce qu'on doit calculer? L'AUC, donc T infini. Alors si on regarde donc l'AUC T infini, c'est la concentration, c'est la dernière concentration, c'est-à-dire 0,56 qu'on doit diviser par la constante d'élimination. Et la constante d'élimination, donc je vous ai dit qu'il est égal à 0,693 divisé par la demi-vie. Donc, la constante d'élimination ici, il est donné. C'est 0,23 heures moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? L'AUC T infini est égal à la concentration donc, finale 0,56 divisé par la constante d'élimination qui est 0,23 heures moins 1. Donc, lorsqu'on divise 0,56 par 0,23, ça va nous donner 2,43 donc, milligrammes heure par litre. C'est milligrammes, pardon, c'est milligrammes heure par litre. Alors, l'AUC 0 infini est égal à quoi? À l'AUC 0T plus l'AUC T infini. Donc, on va faire 21,57 plus 2,43. Alors, ça va nous donner une valeur de 24 milligrammes heure par litre. Alors, ça, c'est l'AUC 0 infini. On va donc après faire la courbe, je vais vous montrer la courbe, pour calculer la concentration maximale. On va trouver donc la concentration maximale et le taux maximal qui va être égal à 3 heures et la concentration maximale qui est, c'est-à-dire la concentration efficace qui est 2,99 mg par litre. Donc, s'il vous plaît, vous marquez ces valeurs-là, il faut les marquer et après, vous allez faire les calculs chez vous d'après le tableau et après, on va donc vous montrer la courbe finale pour calculer Cmax et Tmax parce que ici, nous avons calculé que la UC 0T et la UC T infini. Et donc, pour calculer le Cmax et le Tmax, on doit faire la courbe qui correspond à la concentration en fonction du temps. Alors, ça, c'est le comprimé. Est-ce que vous avez compris ou non? Ou je répète? Oui, madame. Très bien. Très bien. Donc, je peux passer maintenant? Madame. Oui? S'il vous plaît, KEL. Oui, très bien. Alors, KEL, alors là, je vous avais dit que KEL, c'est une excellente question, c'est la constante d'élimination. Alors, la constante d'élimination, je vous ai dit que T1,5, c'est-à-dire c'est l'élimination du médicament, la demi-vie du médicament. Puisqu'on n'est pas encore arrivé à l'élimination, je ne voulais pas donc vous parler de l'élimination. Donc, la demi-vie du médicament est égale à 0,693 divisé par KE, d'accord? Donc, on peut dire que KE multiplié par T1,5 est égal à 0,693. Donc, KE est égal à quoi? 0,693 divisé par la demi-vie, par T1,5. Ça, on va le voir dans le cours de l'élimination. Donc, pour vous, ce qui est important, vous marquez KEL est égal à quoi? Vous avez ici, est égal à 0,23 heures moins 1. Donc, pour vous, vous n'allez pas calculer la demi-vie dans ce calcul-là, d'accord? Ici, vous avez calculé, on vous donne la constante. Très bien, c'est une excellente question. Vous avez donc la constante d'élimination qui est égale à 0,23 heures moins 1 et vous avez calculé donc l'AUC 0T, mais il vous faut la constante d'élimination pour calculer l'AUC T infini. Lorsqu'on va faire l'élimination, on va vous demander à vous de calculer la constante d'élimination étant donné que vous connaissez la demi-vie du médicament. Vous avez compris? Alors maintenant, on a le calcul.
Donc là, UC 0 infini, donc on la calcule par la méthode des trapèzes, par l'air sur la courbe. On va vous montrer la courbe après. Alors vous avez là UC 0 infini, et ça, s'il vous plaît, vous marquez et vous soulignez. Donc il est égal à 24 mg heure par litre. Vous marquez Cmax, parce qu'on n'a pas encore fait c'est-à-dire la courbe, on va vous la montrer après. Cmax est égal à 2,99 mg par litre, il faut la marquer, et Tmax est égal à 3 heures. Parce que je vous avais dit que pour calculer la UC, la biodisponibilité, on a besoin de l'air sur la courbe, on a besoin de la concentration maximale, c'est la quantité du principe actif qui est absorbé dans la circulation systémique, parce qu'on a besoin de ceci pour calculer la biodisponibilité, et nous avons la concentration maximale avec laquelle il est absorbé et le temps maximal. Donc, pourquoi on a ça? On a besoin de ces trois paramètres, AUC0 infini, Cmax et Tmax. Pourquoi? Pour calculer la bioéquivalence, pour voir est-ce que le comprimé, il est biodisponible, il est mieux absorbé que la solution. C'est ça notre question. Donc, maintenant, on a fait le comprimé, mais on doit maintenant faire la solution pour calculer la même chose, pour calculer les mêmes paramètres, c'est-à-dire calculer l'AUC et calculer donc le Cmax et le Tmax. Donc, on va passer maintenant à la solution. Donc, je vous ai donné dans le premier tableau, donc vous avez le temps, ça c'est la solution, vous avez le temps et vous avez les concentrations. Donc, ce n'est pas les mêmes concentrations. Alors, s'il vous plaît, je vous laisse le temps pour prendre un peu le tableau, comme ça, pour suivre avec moi, parce qu'il faut faire ça. Ça, c'est l'examen. Moi, je ne vais pas vous donner des examens qui sont des questions comme ça, donc des petits exercices simples. Ça, c'est un peu dur, mais je vais faire par exemple, moi, je peux vous dire, sachant que la UC 0T est égale à 24 mg heure par litre, calculez la UCT infinie, connaissant la constante d'élimination. Et vous allez calculer, et vous allez donc donner la UC 0 infini. D'accord? Je ne vais pas vous donner tous ces calculs à faire, parce que si vous avez une heure dans l'examen, on ne va pas quand même vous donner des choses qui sont très, très lourdes. Alors, vous avez compris maintenant, c'est la même procédure, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un petit peu, dans la solution, comment on fait pour partager un peu les choses? Alors, vous avez le temps. Donc, on fait 0,2 moins 0. Vous avez compris, c'est 0,2. 0,4 moins 0,2, c'est 0,2. 0,8 moins 0,6, c'est 0,2. Alors, si on fait la fin, 10 moins 8, c'est 2. 12 moins 10, c'est 2. Vous avez compris ou non? Oui, madame. Oui, madame. Alors, vous savez après les concentrations. Donc, on prend par exemple la première concentration, 0 plus 5,35 divisé par 2. Ça vous fait 2,675, hein, d'accord? Alors, vous complétez la même chose. La deuxième, 5 plus 7. La troisième, 7 plus 8 divisé par 2. 8 plus 8. 8 plus 7. 7 plus 6. 6 plus 5. 5 plus 3. 3 plus 2. 2 plus 1. Et après, vous avez donc 0 plus 1. Et après, vous avez 0,87 plus 0,53. Vous avez 0,7. Alors, vous avez tout ceci, s'il vous plaît. Donc, je vous laisse le temps de prendre un peu le tableau, seulement c'est-à-dire les premières lignes pour bien comprendre comment vous faites les calculs. Et après, vous allez me remettre ça comme TD. Hein. Donc, après, moi, je vais vous donner les exercices et vous allez donc faire ça chez vous. Et on va faire donc une séance TD aussi en ligne et qu'on va donc expliquer et pour avoir l'interaction. Donc, pour moi, ce qui est important dans la pharmacocinétique, dans la première phase qui est l'absorption, c'est la biodisponibilité. Donc, il faut comprendre c'est quoi la biodisponibilité, comment on la calcule. Quel est l'intérêt de cette biodisponibilité? Alors là, on est en train de faire cette biodisponibilité pour voir est-ce que la solution est plus biodisponible que le comprimé, ou bien c'est le comprimé, ou bien c'est l'inverse. Alors, on fait la même chose pour le calcul. Donc, on multiplie la différence des temps fois la somme des concentrations divisée par 2, et on a la UC, 0,535, 1,28, 1,57. On a donc toutes ces valeurs, et on arrive à la UC 0T qui est égale à combien? À 38,02 donc milligrammes heure par litre. Donc là, c'est la biodisponibilité de la solution. On a calculé donc la UC 0T. Donc, on va donc calculer ici donc la UC 0T. Donc, ça, c'est la somme. Donc, s'il vous plaît, il faut bien faire ça chez vous. Donc, vous prenez le tableau que je vous ai donné et vous allez l'élargir. Vous allez ajouter des colonnes, hein, et vous allez mettre TI plus T, donc moins TI. Vous allez mettre une colonne dans laquelle vous mettez CI plus CI1 plus 1 divisé par 2. Une autre colonne où vous allez mettre la UC milligrammes heure par litre et vous allez faire les calculs avec la calculatrice. Et après, vous allez calculer la UC 0T qui est égale à 38,02. Il faut faire attention donc aux unités, c'est milligrammes heure par litre.
Alors maintenant, on va calculer les autres paramètres. Alors, vous avez compris maintenant. Les autres paramètres, donc AUC T infini est égal à la concentration divisée par la constante d'élimination. Dans ce cas, la constante d'élimination, s'il vous plaît, vous marquez 0,25 heures moins 1. Votre camarade a posé bien la question parce que là, on n'a pas encore fait la demi-vie. Donc, on vous donne la valeur. Mais lorsqu'on va vous demander de calculer, donc la constante d'élimination est égale à 0,693 divisé par la demi-vie du médicament. Alors là, donc, on calcule 0,53 divisé par 0,25, ça nous fait 2,12. Alors, vous calculez AUC 0 infini est égal à AUC 0T. S'il vous plaît, ça, vous le marquez comme ça pour faire les calculs chez vous, pour voir que vous avez bien fait. Et vous avez donc T infini qui est égal à 2,12. Donc, on a l'AUC 0 infini 40,14 mg heure par litre. La concentration maximale 8,29 mg par litre. On va voir ça dans le graphe. Et le temps maximal pendant lequel on est arrivé à cette concentration, c'est le Tmax qui est égal à 0,8 heures. Donc, ça, c'est la solution. Est-ce que vous avez pris les valeurs ou non? Donc, vous prenez ces valeurs, s'il vous plaît, pour bien donc comprendre les concentrations. Alors maintenant, je vais vous donner le graphe. Alors là, vous voyez, donc là, ce sont les graphes qu'on peut faire. Hein? Donc là, les concentrations que je vous ai données en fonction du temps, ça, je vais vous les envoyer. Donc là, on n'a pas encore calculé la demi-vie, mais là, c'est pour vous montrer comment on calcule la constante d'élimination. Donc la demi-vie, donc on va la calculer, par exemple, la demi-vie ici, par exemple, nous avons 0,1, 1, 10. Donc on peut prendre une valeur 1 et on va extrapoler. Par exemple, si vous prenez 1 ici et vous extrapolez la valeur, vous allez trouver 10, hein, le temps 10. Alors, si vous prenez 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 et vous extrapolez, vous allez trouver 12. Est-ce que vous avez compris? Donc, on fait la différence, donc ça nous fait 2 heures. Donc, si on calcule la demi-vie, il est égal à 2 heures. Donc, on fait 0,693 divisé par 2 heures. On peut calculer la constante d'élimination. On va revenir à ces graphes par la suite pour calculer la demi. Alors, ça, ce sont des graphes PAD avec le prisme. Donc, là, c'est un logiciel qui est très bien donc, pour calculer donc, les concentrations. Alors, voilà notre récapitulation. Alors, qu'est-ce qu'on va récapituler? On va donc calculer cette biodisponibilité donc relative qui est égale à la F relative. Alors, c'est quoi? Alors, il faut donc faire comme ça, s'il vous plaît. Vous avez l'AUC 0 infini est égal à l'AUC 0T plus l'AUC T infini. Donc, nous avons la solution, ce que nous avons pris comme valeur, vous avez compris. Donc, pour la solution, nous avons trouvé 38,02, l'AUC T infini 2,12, l'AUC 0 infini, c'est 40,14. Alors, le comprimé, on prend donc 0T 21,57, 0 infini 2,43. Donc, là, ici 0 infini, on a 24. Alors, vous avez le comprimé. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans le comprimé? Que la biodisponibilité, il est de 21,57. Hein, alors que pour la solution, il est de combien? 38. Donc, on peut dire que le comprimé n'est pas bioéquivalent à la solution. En termes de quoi? En termes de quantité biodisponible et de vitesse aussi, on va voir ça. Alors, lorsqu'on va calculer la biodisponibilité relative, on va prendre donc le comprimé divisé par la solution. Alors, c'est 24, l'AUC, 24 divisé par 40, vous avez 0,60. Donc, vous avez une biodisponibilité relative de 60%. Donc, le comprimé n'est pas bioéquivalent. Parce que si on avait trouvé 100%, on peut dire que c'est bioéquivalent. Donc, on préfère prendre la solution. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, c'est la biodisponibilité. On va voir le graphe pour bien comprendre pourquoi donc on a le Tmax aussi qui est important. Donc, en se basant sur la biodisponibilité, nous avons la solution qui est 38,02 et le comprimé 21. Donc, le comprimé n'est pas bioéquivalent à la solution. Donc, s'il vous plaît, il faut marquer en termes de quantité biodisponible, c'est-à-dire l'AUC, et on va voir aussi qu'en termes aussi de vitesse d'absorption et aussi de concentration maximale. Alors, si on prend, alors là, vous voyez, le comprimé, donc le comprimé n'est pas bioéquivalent à la solution en termes de quantité biodisponible, c'est-à-dire l'air sur la courbe et la concentration maximale et de vitesse d'absorption. Alors, si on regarde ça, alors c'est ça.
Alors, s'il vous plaît, ça, vous pouvez le faire aussi chez vous. Alors, ça, c'est un papier semi-logarithmique. Je vais vous l'envoyer par email. Alors là, ce n'est pas le papier que vous connaissez, le papier millimétré. Est-ce que vous connaissez le papier semi-logarithmique ou non? Non. Non, non madame. Bien. Donc, moi, je vais vous faire ces courbes et je vais vous les envoyer. Alors, vous voyez, vous avez par exemple, là, nous avons 0,1. Vous voyez, là, c'est un papier semi-logarithmique qui va avec un seul, c'est-à-dire unité. Alors, vous voyez ici, 0,1, 1, 10 et 100. Alors, 0,1, c'est quoi? Là, vous avez 0,1, 0,2. Donc, lorsqu'on monte, ça va diminuer. 0,1, après 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. D'accord? Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Alors, vous avez ici 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, vous voyez? Donc, c'est une subdivision semi-logarithmique qui nous permet de faire. Pourquoi on utilise ça? Parce que ça va nous donner des droites linéaires et ça va nous donner des valeurs qui sont bien délimitantes. Et vous avez le temps. Alors, vous voyez, on va prendre nous. Alors, nous avons la solution qui est avec le rang qui est clair et vous avez le comprimé avec le rang foncé. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons pris les concentrations en fonction du temps. On a pris toutes les valeurs et nous avons tracé la courbe, d'accord? Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, si on va faire la concentration maximale, comme je vous ai donné, alors qu'est-ce que vous allez calculer? La concentration maximale pour la solution, il est de combien? Non, si vous vous référez donc à la courbe, alors nous avons vu la concentration maximale pour le comprimé. La concentration maximale pour le comprimé, on a vu que c'était de 2. C'est combien pour le comprimé? Presque 9. Non, la concentration pour le comprimé, la concentration maximale, très bien pour la solution. Pour le comprimé, ça nous fait 1, ça nous fait 2, ça nous fait à peu près 3. Et moi, je vous ai dit 2,99, d'accord? Donc, s'il vous plaît, vous marquez 2,99 selon le papier semi-logarithmique. Si vous prenez pour le comprimé, nous avons donc 1, d'accord? 1, 2 et 2,99. Vous avez compris? Parce que c'est à peu près 3. Vous pouvez marquer 3. Hein? Donc, vous soulignez ici, ça vous fait 3. Alors, si vous prenez cette concentration donc maximale de 3, alors quel est pour avoir c'est-à-dire cette concentration, le temps, c'est à peu près 3 heures. Vous voyez, vous faites l'extrapolation. Vous soulignez une ligne dans l'ordonnée et vous allez extrapoler dans l'abscisse. Vous allez trouver combien? P max, combien? 3 heures. Très bien. Donc, alors, est-ce que vous avez compris? Donc, maintenant, nous avons l'AUC du comprimé qui est égal à 24. Nous avons le Cmax et nous avons le Tmax. Nous avons ces 3 valeurs. Et ce sont ces 3 valeurs qui nous permettent de dire est-ce que le comprimé est biodisponible à la solution, est bioéquivalent ou non. Vous avez compris? Alors, maintenant, si on prend par exemple notre solution, alors, quelle est la concentration maximale de la solution? Donc, vous calculez, attention. À peu près 10,29. À peu près combien? C'est pas 9, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,29. Très bien. C'est 9,29. C'est 8, pardon, c'est 8. Hein, parce que lorsque vous faites le calcul, hein, vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est 8,29 milligrammes par litre. Alors, si vous faites le Tmax, ça vous fait combien le Tmax? D'après le... Hein? C'est 0,8 heures. D'accord? Donc, moi, je vais vous faire le graphe comme ça et je vais vous l'envoyer. Et je vous envoie aussi le papier semi-logarithmique que vous pouvez imprimer et vous pouvez faire la même chose. Est-ce que vous avez compris ou non? Est-ce que vous avez bien compris la biodisponibilité? Est-ce que vous avez bien compris cette biodisponibilité ou non? C'est très important. C'est très important comme paramètre, comme je vous ai dit, parce que c'est ça qui va vous déterminer donc la quantité absorbée du médicament et on va comparer les formes galéniques, par exemple. Madame, pour tracer les courbes, on doit prendre les valeurs de tableau. Bien sûr, très bien, les valeurs du tableau. Donc, c'est les tableaux là. Voilà, je vais vous montrer. C'est ces valeurs-là. C'est ça que, donc, vous voyez, donc c'est ces valeurs-là. Donc, vous avez le temps, d'accord? Et vous avez c'est ce tableau-là et la concentration. Mais il vous faut le papier semi-logarithmique. Hein? Moi, je vais vous l'envoyer par email, d'accord? Je vais vous l'envoyer par email et je vais faire la même chose, moi, dans le papier semi-logarithmique et je vais vous l'envoyer aussi. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, la biodisponibilité, vous voyez. Alors, maintenant, vous avez compris
Alors pourquoi? Donc vous voyez la bioéquivalence, c'est ça. Deux formes pharmaceutiques sont considérées, s'il vous plaît, vous éteignez les micros, comme bioéquivalents. Si à dose molaire identique, elles présentent la biodisponibilité similaire. Alors là, vous voyez, c'est la bioéquivalence et nous avons calculé ceci. Nous avons calculé la biodisponibilité équivalente, c'est-à-dire l'AUC, le Tmax, la vitesse avec laquelle on atteint la concentration maximale, et vous avez aussi donc la quantité, le Cmax. Alors, vous voyez ici que ces deux formes sont les mêmes. On a le test et la référence, ils sont confondus. Alors que ce que nous avons fait, nous, avec le comprimé et la solution, ce n'était pas la même chose. Donc, il y avait un grand décalage au niveau donc, de ceci. Et là, donc, c'est très important, c'est-à-dire de faire référence à cette biodisponibilité, comme je vous ai dit. C'est le processus d'absorption ou de résorption qui peut être caractérisé par la quantité, c'est très important s'il vous plaît, la quantité du principe actif qui atteint la circulation générale. C'est la quantité du principe actif qui atteint la circulation générale, c'est le Cmax, et la vitesse à laquelle le principe actif parvient à la circulation générale. Donc là, c'est très important. Donc nous avons la biodisponibilité absolue, comme je vous ai dit, qui consiste toujours à comparer la surface sous la courbe, des concentrations sanguines ou plasmatiques des médicaments qui est administrée par voie orale ou par voie intraveineuse. Alors, vous voyez ici, nous avons pris la voie orale et seule, mais là, on peut aussi avoir la biodisponibilité absolue qui correspond au même comprimé qui est administré par voie orale et par voie intraveineuse. Donc, c'est très important, la vitesse d'absorption qui est caractérisée par le Tmax. Alors, c'est quoi le Tmax, s'il vous plaît? C'est le temps de l'obtention de la concentration maximale dans le plasma, qui est le Cmax. Donc, la vitesse d'absorption est caractérisée par le Tmax, qui est le temps de l'obtention de la concentration maximale dans le plasma, qui est égal à la Cmax. Et la demi-vie d'absorption, T1,5, c'est la constante de vitesse d'absorption, qu'on appelle la constante d'élimination. Et nous avons la période de latence, et pour vous, donc, ce n'est pas très important. Donc, ce qui est important pour vous, s'il vous plaît, à comprendre, c'est le calcul de la surface sur la courbe qu'on appelle AUC, c'est R sur la courbe en anglais, area under curve, donc en anglais, c'est l'R sur la courbe. Alors, voyez là, nous avons calculé l'AUC 0T et nous avons calculé l'AUC T infini qui est égal à la dernière concentration divisée par la constante d'élimination. Et là, donc, on a calculé ceci et on a comparé la biodisponibilité. Donc, ça, c'est la méthode des trapèzes. Maintenant, vous avez bien compris, d'accord? Maintenant, vous avez bien compris grâce à l'exercice, d'accord? Oui, madame. Vous voyez, maintenant, c'est très bien. Donc, vous avez la somme des concentrations divisée par 2, multipliée par la différence des temps jusqu'au temps t, et après, on calcule l'AUC T infini, donc qu'on fait par extrapolation. Donc, l'AUC T infini, c'est une technique qui se fait par extrapolation, mais l'AUC 0T, c'est la technique qui se fait par la méthode des trapèzes. Alors, vous voyez, donc c'est très important, la méthode des trapèzes et l'extrapolation qui fait référence à la constante d'élimination. Donc, l'AUC 0 infini est égal à l'AUC 0T plus l'AUC T infini. Donc, on a vu ce premier exercice que vous allez refaire chez vous aussi pour bien comprendre. Et vous savez, c'est ça qui est important, la biodisponibilité relative. Donc, nous avons bien pris le comprimé et la solution. Et s'il vous plaît, chez vous, donc vous allez faire ça. Donc, la différence des temps, la concentration, la somme divisée par 2, l'AUC 0 T plus l'AUC T infini que vous allez calculer pour chaque et vous allez donc comparer le comprimé par rapport à la solution comme nous avons fait, c'est très bien. Et après, donc, on a vu comment donc on peut, grâce à ce qu'on appelle le papier semi-logarithmique, comment on peut calculer. Et nous avons vu donc que le comprimé n'est pas bioéquivalent, il est seulement à 60%, donc ce n'est pas complet. Donc, on préfère prendre la solution par rapport au comprimé et c'est ça qui est important, c'est le papier semi-logarithmique. Donc, je vais vous envoyer ce papier-là pour bien faire le calcul de la biodisponibilité et pour calculer le Cmax et pour calculer le temps maximal pour atteindre cette concentration qui est la quantité absorbée. D'accord? Alors maintenant, est-ce qu'on continue ou on arrête là? Quand vous voulez. Hein? Madame, j'ai une question. Oui. Madame, le principe actif qu'on a administré par voie orale n'est pas efficace comme le principe actif qu'on a administré par intraveineuse? Donc là, c'est une excellente question. Mais nous, ici, on n'a pas fait ça. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ici? On n'a pas administré la solution par voie intraveineuse. Hein? On a administré les deux par voie orale. D'accord?
Donc, on a administré le comprimé et la solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, le comprimé? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a une phase aussi, hein, parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs phases. Avant d'atteindre la phase donc, pharmaceutique, il y a aussi une phase qui correspond à quoi? Il y a une phase qui est très importante et qui est la phase biopharmaceutique. C'est-à-dire, nous avons le comprimé, il va… Qu'est-ce qu'il… C'est une excellente question. Alors, tu dois répondre. La solution, c'est une solution liquide, hein, par voie orale, donc ça passe rapide. Hein. Alors que le comprimé, comment il va passer? Le comprimé… Désintégration. Très bien, désintégration. Ça va donner des granules, des agrégats, qui vont être désagrégés pour donner des particules fines, qui vont être dissous et après qui vont être en solution. D'accord? Donc, le principe actif pour être en solution, le comprimé, il doit passer par cette étape qu'on appelle, donc cette étape qui est biopharmaceutique. Donc, il y a la désintégration, la désagrégation et la dissolution. Et ça dépend aussi du pH. Hein. Si on a un pH qui n'est pas donc, stable, qui n'est pas adéquat pour avoir cette dissolution, donc la dissolution ne va pas être complète. Excellente question, d'accord? Donc là, nous avons calculé la même voie orale. On est toujours dans l'administration orale, hein, d'accord? Donc, le comprimé. D'accord, madame, merci. Et vous pouvez donc ajouter, donc, cette… Comment tu t'appelles? Wafa. Très bien, Wafa. Donc, il faut, s'il vous plaît, marquer ça. La question de Wafa, il est pertinente parce qu'on n'est pas encore passé à l'effet du premier passage. On est toujours dans l'absorption. Et c'est vrai qu'on peut aussi dire que, peut-être que le comprimé, donc, il y a cette désagrégation, mais il y a aussi l'effet du premier passage. Le comprimé, il peut aussi être dégradé au niveau du foie avant d'aller à l'intestin pour être réabsorbé. Il y a aussi cette réponse-là. Il y a aussi cette réponse-là. Donc, on va passer maintenant à l'administration intramusculaire. Donc, l'administration intramusculaire, c'est une administration qui est intéressante. Pourquoi? Pour les principes actifs qui ne sont pas ou qui ne sont pas absorbés par voie orale, à cause d'une dégradation dans le tractus gastro-intestinal ou qui subissent l'effet du premier passage important. Vous voyez, comme je vous ai dit. Alors, si on va prendre un principe actif par voie orale, mais qui n'est pas bien absorbé, donc il ne va pas être efficace, donc on préfère le donner par voie intramusculaire pour augmenter l'absorption et pour éviter quoi? L'effet du premier passage et l'effet de dégradation du médicament à travers le foie. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette biodisponibilité après injection intramusculaire. C'est la nature du solvant. Donc, le solvant qu'on va utiliser pour l'administrer. Donc, le solvant doit être donc, biodisponible, c'est-à-dire doit passer donc, rapidement dans la circulation. Les caractéristiques physico-chimiques du principe actif, soit qu'on a une solution qui est en suspension, aqueuse, ou bien huileuse, des émulsions. Donc, lorsqu'on a une phase qui est liposoluble, donc ça passe rapidement. La viscosité de la solution, le volume injecté, parce que donc, par voie intraveineuse, on ne doit pas dépasser 2 à 5 millilitres. On ne va pas injecter 10 millilitres. Hein, donc, c'est trop, ça va avoir une dilution. Et le problème aussi, si on a des agents vasoconstricteurs, comme l'adrénaline, comme pour les anesthésiques locaux, la lidocaïne. Donc là, on peut avoir une vasoconstriction. Donc, vous voyez, ça, c'est l'administration intramusculaire. Donc, ça dépend c'est-à-dire de la solution dans laquelle on a le principe actif qui est imprégné. Ça dépend aussi de la taille, c'est-à-dire de la nature du solvant, des caractéristiques chimiques du principe actif, et ça dépend aussi des agents vasoconstricteurs. Alors, le flux sanguin intramusculaire, il est de 0,02 à 0,07 millilitres par minute par gramme. C'est un facteur très important, le flux sanguin intramusculaire, qui va influencer l'absorption du principe actif à partir du site d'injection. Donc, on peut injecter au niveau du bras, au niveau des fesses, et là, on voit que chez l'homme, donc c'est plus important que chez la femme, parce qu'il a aussi l'effet de l'obésité. Donc, l'injection intramusculaire, parce que pour nous, ce qui est important, c'est la voie orale et la voie intraveineuse, mais je vous donne encore ces administrations parce que c'est important. Parce que ce sont des cas qu'on peut avoir la biodisponibilité qui est importante. Parce que nous, on cherche la biodisponibilité, c'est-à-dire c'est la quantité absorbée et qui va donc être efficace du principe actif. Alors, l'administration intramusculaire, ça c'est un exemple. Alors, nous avons ici une concentration de nortriptyline, c'est un médicament qu'on administre une dose 40 mg par voie orale et 40 mg par voie intramusculaire à des volontaires sains. Par exemple, lorsqu'on va donner ces médicaments, on doit faire des contrôles placebo, c'est-à-dire on ne va pas donner à des sujets qui sont malades, donc on va donner à des sujets qui sont sains pour comparer donc, par rapport donc, à cette formulation et aussi par rapport à cette voie. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On voit que par orange, c'est la voie qui est intramusculaire. Donc, on voit que la quantité, vous voyez ici, absorbée,
il est plus intéressant. Il est de combien? Donc, on voit ici, vous avez 20, donc c'est 25 nanogrammes par ml. Hein, et ça c'est absorbé à peu près après 3 heures. Vous avez compris? Donc, si on fout dans ce graphe, il faut bien le commenter. Alors, si vous regardez la voie orale, qui est la bleue, 40 mg par voie orale, alors qu'est-ce que vous remarquez? Que la concentration, il est de 8 nanogrammes par ml et que le temps d'atteindre, il est de 8 heures. Alors, vous voyez que la voie intramusculaire ici, il est plus intéressant. Donc, on peut commenter que la voie orale, il y a l'effet du premier passage. D'accord? Vous m'entendez? Oui, madame. Très bien. Oui, madame. L'effet du premier madame, passage. on doit dire que l'administration intramusculaire est très rapide, par contre, l'administration orale. Bien sûr, il est rapide parce que là, c'est quoi? On a le Cmax et on a le Tmax, d'accord? Vous savez, ici, vous n'avez pas l'AUC, on n'a pas calculé, mais vous avez le Cmax, c'est combien ici? Le Cmax, il est de 28 par rapport à 8, vous voyez? Donc, il est plus biodisponible aussi. Hein? Donc, la biodisponibilité de ce médicament par voie intramusculaire est plus rapide et plus intéressante. Vous avez compris maintenant? Donc, ça, c'est la voie intramusculaire qu'on peut appliquer. Donc, il faut faire ils vont faire des expérimentations, vous voyez. Alors, par exemple, nous, chez Laura, c'est pour ça, moi, je voulais vous faire ça au niveau des TP, prendre le Lasix, qui est le diurétique, le faire par voie orale et le faire par voie intraveineuse, vous voyez, et comparer quelle est la voie qui donne un effet diurétique qui est le plus important. C'est ça qu'on voulait faire, Inch'Allah, mais on va voir après le Ramadan, si on peut vous grouper par groupe de 10, on peut donc faire cette expérimentation pour bien vous illustrer le cours. Donc, ça, c'est la voie intramusculaire. Alors, vous voyez, la voie sous-cutanée, donc, de nombreux, au niveau de la peau surcutanée, vous avez donc administré par voie, c'est l'insuline, donc les diabétiques, ils prennent donc l'insuline par voie surcutanée, les anesthésiques locaux, les vaccins que nous avons pris, donc c'est par voie surcutanée, donc on a la voie intradermale, la voie surcutanée, vous voyez, donc là, vous avez le volume d'injection ici, il est très faible, donc 0,5 à 2 ml. Donc, on ne peut pas le dépasser. Ce n'est pas la même chose, s'il vous plaît, comme la voie intramusculaire. Donc, ça aussi, vous le soulignez. Donc, les mêmes facteurs qui modifient l'absorption intramusculaire influencent sur la biodisponibilité après administration subcutanée. Alors, je vous pose la question. Quels sont ces facteurs qui vont modifier donc la biodisponibilité après administration subcutanée? C'est la nature du solvant. Oui, très bien. Aussi, les caractéristiques physico-chimiques du potentiel actif. La liposolubilité, c'est ça, dans lequel il est. Oui, la viscosité du véhicule. Oui. Et vous avez des agents vasoconstructeurs. Très bien. Et vous avez le volume d'injection, très bien. Donc, c'est très important. Alors, nous, on dit les vaccins parce qu'on ajoute l'aluminium, on ajoute le mercure. Hein. Donc, ça dépend de la quantité qu'on ajoute dans les vaccins, donc pour ne pas qu'ils soient donc, à long terme, qu'ils soient donc néfastes. Alors, vous avez l'administration sous-cutanée, un exemple ici. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'effet de l'exercice. Alors, vous avez l'exercice physique à bicyclette, donc quelqu'un qui va faire un exercice physique à bicyclette pendant donc 30 minutes. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Ça augmente la biodisponibilité de l'insuline par voie sous-cutanée dans la jambe d'un jeune diabétique. Alors, vous voyez ici, c'est un jeune diabétique qui va injecter, donc ça, c'est l'insuline tricier, donc il est radioactif pour voir comment il est donc biodisponible. Alors, ça, c'est au repos. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, il y a une faible concentration, mais quelqu'un qui a fait un exercice, donc à bicyclette pendant 30 minutes, qui a fait injecter l'insuline sous-cutanée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous remarquez? Que l'insuline, donc il y a une concentration de l'insuline tricier qui est très élevée, qui est combien? De 800, donc CPM, ça ce sont des coups PM par ml, par rapport à la personne qui était au repos, qui est à peu près même pas 200. Est-ce que vous avez compris? Donc la quantité absorbée après l'exercice, donc lorsqu'on injecte l'insuline tricier, on voit que cette quantité, il est très élevé. Donc la biodisponibilité après un exercice physique. Donc l'exercice à bicyclette, il va activer la biodisponibilité de l'insuline. D'accord? Par voie sous-cutanée. Donc, l'exercice physique augmente la biodisponibilité de l'insuline injectée par voie sous-cutanée dans la jambe d'un jeune diabétique. D'accord? Donc, c'est très intéressant, ceci. Alors, vous avez aussi l'administration rectale. Alors, c'est quoi l'administration rectale? Pour une activité locale, par exemple, pour traiter les hémorroïdes, le boisser, pour traiter les hémorroïdes.
Donc, pour une activité systémique, lorsque les autres voies sont difficilement utilisables, comme dans le cas de vomissement, par exemple, le traitement de migraine, ou quand le principe actif est inactivé par les sécrétions gastro-intestinales ou par l'effet du premier passage, comme je vous ai dit. Donc, la vitesse d'absorption et parfois aussi la quantité absorbée sont inférieures à celle obtenue après administration par voie orale. Donc là, vous voyez, c'est un traitement qui est local. Donc, on utilise la voie rectale, les suppositoires, et on a donc directement le traitement qui est direct. Et là, donc, on peut aussi, donc, par rapport à la voie systémique, par exemple, lorsqu'on prend par voie intraveineuse, des fois, on peut avoir des vomissements. Et là, donc, on peut aussi avoir par voie orale l'effet du premier passage. Donc, la voie rectale aussi, il est intéressante parce que, donc, c'est une voie qui est locale. Alors, par exemple, là, on vous donne un exemple. Concentration de lidocaïne. La lidocaïne, c'est un anesthésique local. Chez des volontaires, après son administration par voie intraveineuse. Alors, vous avez ici la voie intraveineuse 200 mg. C'est le petit rectangle qui est au milieu. Et vous avez la voie orale 300 mg. Alors, la voie orale, c'est les rangs, puis en bas. Et vous avez la voie rectale. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que la biodisponibilité de lidocaïne par voie rectale est plus intéressante que par voie orale et que par voie aussi intraveineuse. Donc, ce sont des concentrations de lidocaïne. Donc, il faut quand même comparer les différentes voies pour voir quelle est la voie qui va donner un effet intéressant. Donc, si on va prendre, par exemple, on va donner par voie rectale, on va donner donc le suppositoire ou la solution par voie rectale, donc on va avoir un effet qui est plus bénéfique de lidocaïne que par rapport à la voie orale, qui va subir un effet du premier passage, ou bien aussi à la voie intraveineuse. Donc là, c'est aussi intéressant. Alors, vous avez l'administration transdermique. Alors, vous avez la peau, c'est une barrière physiologique qui peut laisser passer dans certaines conditions des principes actifs. Parce que dans la peau, alors vous voyez, vous avez donc la partie qui est hydrophile et vous avez donc la matrice qui est lipidique. Donc vous avez le derme, vous avez l'épiderme, alors vous avez les capillaires sanguins. Alors la voie transdermique au percutanée évite l'effet du premier passage. Et les caractéristiques physico-chimiques du principe actif, les excipients, l'état de la peau aussi influence la pénétration transdermique. Donc, quelqu'un qui est obèse, donc la pénétration va être un peu délicate. Quelqu'un qui n'a pas une peau qui est très vascularisée aussi, ça ne va pas passer de façon facile. Donc, nous avons des dispositifs transdermiques qu'on donne, par exemple, pour le stradiol. Donc, c'est intéressant, cette administration transdermique, pour éviter aussi l'effet du premier passage. Alors, la concentration plasmatique de stradiol, ça c'est le stradiol qu'on peut donner donc sous forme de straderme 0,025 ou bien eustraderme 0,05. Donc, la surface il est de 10 cm3. Eustraderme 0,1, c'est 20 cm3. Donc, c'est plus grand. Alors, la vitesse de pénétration de principe actif à partir du dispositif transdermique est déterminée par la membrane perméable. Donc, il faut qu'il y ait une membrane qui est autorégulatrice. Alors, vous avez la drogue, le réservoir, et vous avez le polymère, la membrane, donc, qui est donc la première qui est imperméable, et vous avez une matrice qui est adhésive, qui va adhérer au niveau de la peau. Alors, vous voyez, donc vous avez donc la membrane perméable autorégulatrice. Il est possible d'obtenir des concentrations plasmatiques relativement stables pendant une durée assez élevée. Alors là, par exemple, alors si on donne le stradiol, alors vous voyez que le straderme 0,1, donc qui a une surface qui est de 20 cm3, il est plus biodisponible que les deux autres. Donc c'est intéressant et on voit que le pic il est atteint 120 picogrammes par ml après même pas 2 heures, alors que pour les autres, nous avons un pic de 45 et pour le dernier, nous avons un pic de 20 picogrammes par ml. Donc ça, c'est la voie transdermique. Alors, on a l'administration nasale pour une activité locale, par exemple, dans le cas de rhinite, donc quelqu'un qui a une allergie, pour une activité systémique lorsque les autres voies sont donc difficilement utilisables, comme le cas de vomissement, ou quand le principe activité est activé par l'effet du premier passage, la dégradation gastrique intestinale. Donc, l'absorption est rapide pour des molécules avec un poids moléculaire faible, mais capacité d'absorption limitée. En cas d'administration chronique, donc on peut avoir un effet sur la muqueuse nasale. Donc, une voie qui est intéressante pour les peptides à poids moléculaire relativement bas, par exemple la vasopressine. Alors, je vous donne un exemple. Alors, vous connaissez la vasopressine, c'est une hormone antidiurétique qui permet la réabsorption de l'eau par le néphron distal, donc il augmente la réabsorption de l'eau, et là, donc, c'est un effet qui se fait via les récepteurs de la vasopressine qui sont au niveau vasolatéral. Mais quelqu'un qui n'a pas de vasopressine, qui a un diabète insipide, qui est donc central,
qui ne possède pas de vasopressine, on doit lui donner la vasopressine. Or, la demi-vie de la vasopressine, il est de 15 minutes. Il se dégrade. Donc, c'est pour ça on doit le donner par instillation nasale. Instillation nasale, un spray nasal, on donne ce qu'on appelle la desmopressine. Donc, s'il vous plaît, vous marquez desmopressine. Donc, la desmopressine, il agit seulement au niveau des récepteurs V2. Donc, il ne va pas provoquer la vasoconstriction induite par la vasopressine. Et donc, lorsqu'on fait l'instillation de la desmopressine, on va stimuler la réabsorption de l'eau par le nephron et la demi-vie, il est de 15 jours. C'est-à-dire qu'on peut préserver la vasopressine lorsqu'on l'administre par voie nasale. Alors, si on la prend par voie orale, il va être dégradé et on ne peut pas avoir une, c'est-à-dire efficacité thérapeutique au niveau du patient qui est atteint de diabète qu'on appelle le diabète insipide central ou bien le diabète insipide néphrogénique. Alors, administration nasale, vous avez ici la testostérone qu'on administre chez les reins. Alors, vous voyez ici l'administration intraveineuse. Donc, vous voyez que l'administration donc nasale donne des effets très intéressants par rapport donc à l'administration intraveineuse. Et vous avez un exemple ici, concentration de propranolol après administration par donc différentes voies, la voie intraveineuse qui est le carré, la voie nasale. Alors, vous voyez que la voie nasale et la voie intraveineuse ont le même effet que la voie orale. Donc, l'instillation nasale va diminuer la dégradation du principe actif, il va prolonger sa demi-vie. Alors, nous avons aussi l'administration pulmonaire. Alors, dans les poumons, nous avons les alvéoles pulmonaires. Et les alvéoles pulmonaires, ils ont une surface de 100 mètres carrés, un épithélium qui est mince, 0,1 à 0,5 microns. Alors, par rapport à l'intestin qui est de 40 microns. Le débit sanguin au niveau du poumon, il est de 5 litres par minute. Donc, c'est un débit sanguin qui est très élevé. Et on va éviter l'effet de premier passage hépatique intestinal ainsi que le contact avec les sucs digestif. Alors, vous voyez, le niveau de pénétration, c'est les fosses nasales, le pharynx, la trachée, les bronches, les bronchioles, et vous voyez les alvéoles. Donc, on peut utiliser des aérosols pour atteindre directement l'alvéole et pour traiter donc par voie pulmonaire l'effet. Alors, ça, c'est l'exemple de l'administration de l'insuline par voie pulmonaire sous forme d'aérosol et par voie sous-cutanée chez des volontaires sains. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que l'absorption d'insuline, il est rapide par la voie pulmonaire. Donc, lorsqu'on prend l'aérosol par voie pulmonaire, alors vous voyez que l'absorption, il est de combien? Il est de 100%. Et vous avez donc, après même pas 30 minutes, il est absorbé. Alors, lorsqu'on le donne par voie sous-cutanée, on a quand même la concentration, on arrive, mais avec un délai après donc 240 minutes, alors que pour l'autre, c'est après 2 minutes. Donc, la voie pulmonaire, des fois, il est intéressante donc pour donner l'efficacité thérapeutique. Alors, nous avons la voie buccale, la voie perlinguale. Pour l'activité localo-systémique, le contact avec l'acidité gastrique, il est diminué. L'épithélium, il est mince. Et vous avez un pH qui est alcalin, qui est riche en vascularisation, pas d'effet du premier passage. Et on a donc une absorption qui est rapide et qui est donc intéressante, la voie donc sublinguale, donc sous la langue, le principe actif, il passe rapidement. Alors, vous voyez à la fin, la voie intraveineuse, lorsqu'on donne un bolus, alors c'est quoi un bolus? On va donner directement la concentration, par voie intraveineuse directement, 500 mg. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on atteint rapidement, hein, donc là, vous voyez, lorsqu'on donne le bolus, on a la concentration qui est de 80 microgrammes par ml et ça va être rapidement dégradé. Donc, après 4 heures, on a donc une dégradation de la molécule, donc une élimination rapide. Alors, lorsqu'on va donner une perfusion intraveineuse, ça, on va le faire aussi en TP, lorsqu'on va perfuser avec une pompe à perfusion, 0,5 mg par minute, alors on perfuse avec des petites concentrations bien déterminées. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est très bien. Donc, on a une augmentation de la concentration jusqu'à saturation, jusqu'à atteindre un plateau qui est donc un plateau avec une saturation et avec une concentration maximale. Donc, c'est très intéressant. Alors, dans le bolus, lorsqu'on a une pathologie très grave, par exemple, quelqu'un qui a un œdème pulmonaire, une insuffisance cardiaque, on va lui donner un bolus de furosémide pour avoir une diurèse et pour éliminer
l'eau et le sodium. Et lorsqu'on a donc un œdème qui n'est pas très grave, donc on peut faire une perfusion. Donc lorsqu'on donne les médicaments, quelqu'un qui a une insuffisance cardiaque, on va perfuser de façon stable et pour ne pas donc avoir une attaque cardiaque et pour avoir donc une homéostasie donc au niveau de tous les paramètres. Donc c'est la voie intraveineuse. Alors vous avez compris, vous avez toutes les voies intraveineuses, sublinguales, la voie pulmonaire, vous avez la voie nasale, vous avez la voie transdermique, la voie rectale, la voie subcutanée, intramusculaire et la voie orale. Alors, on a terminé aujourd'hui pour ce cours-là. Donc, nous avons vu la première phase de l'absorption, de la pharmaceutique et l'absorption, et nous avons vu en même temps quelles sont les voies d'administration des médicaments. Donc, on va arrêter là, Inch'Allah, et on va donc faire le deuxième cours sur la distribution la semaine prochaine. Donc, je vous souhaite bon courage. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, s'il vous plaît, je vous demande de faire un tableau et vous mettez les différentes voies, orales, intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées, rectales, périlinguales, buccales, toutes ces voies, et voir quel est l'inconvénient et quel est l'avantage, avec des exemples de médicaments qui sont donc absorbés par les différentes voies. Lorsqu'on parle de rectal, c'est les suppositoires. Lorsqu'on parle donc au niveau des patchs, donc transdermiques. Donc, il faut donner ça et donner donc des exemples concrets et faire les deux exercices. Donc, surtout l'exercice que je vous ai donné avec le comprimé et la solution. Et je vais vous envoyer les papiers semi-logarithmiques pour faire les graphes. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Merci et bon courage. Hein. Merci. Merci, madame.